Le président français Emmanuel Macron en Arabie Saoudite pour une rencontre controversée avec le dirigeant MBS Mohammed Ben Salman, l'homme fort du royaume. Le chef de l'État fait une tournée dans le Golfe. Il était hier aux Émirats Arabes Unis où la France a vendu 80 avions Rafale. Puis au Qatar, qu'il remercie pour l'accueil de 258 Afghans menacés en raison de leurs engagements ou de leurs liens avec la France. Nous irons à Jeddah dès le début de ce journal. Élection présidentielle à un tour en Gambie. Les bureaux de vote sont ouverts depuis ce matin. Le président sortant Adama Barrow espère être réélu. 5 autres candidats sont en lice dans l'un des pays les plus pauvres au monde. Les premiers résultats pourraient être connus dès demain. 2000 personnes hospitalisées en réanimation en France, la majorité des non-vaccinés. Le variant Omicron reste sous surveillance. 12 cas sont désormais détectés dans le pays. Aucun cas mortel selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. La suite de la tournée du président français dans les pays du Golfe. Emmanuel Macron se trouve en Arabie Saoudite ce samedi. Il rencontre MBS à Jeddah, 3 ans après l'assassinat de Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien tué sur ordre dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul en 2018. Le président américain Joe Biden ne parle pas directement avec MBS. On retrouve notre envoyé spécial Wassim Alamar qui se trouve à Jeddah. Cette rencontre entre MBS et Emmanuel Macron a été soigneusement préparée sur les thèmes de la rencontre, mais aussi sur le protocole. Effectivement, je dis, tout est soigneusement préparé. Le président français a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la Mecque, Khalid Al-Faisal, et le ministre de la Culture en Arabie Saoudite. Et il est allé rencontrer en tête-à-tête le prince héritier d'Arabie Saoudite. Puis cet entretien sera suivi d'un déjeuner. Bien sûr, sur cette visite qui a été contestée notamment par les associations des droits de l'homme, et tout est bien préparé au niveau protocolaire, au niveau des thèmes aussi. Le président français a réagi à ces critiques en considérant que c'est nécessaire de parler avec l'Arabie Saoudite, un pays clé dans la région, et la France, sont toujours le président français, mais est toujours exigeante avec son partenaire. Le Liban doit être au menu des discussions. Sur quoi peuvent-ils s'entendre ? En tout cas, le chef de l'État espère profiter de la démission du ministre libanais d'information pour tenter d'obtenir au moins une politique saoudienne plus flexible à l'égard du Liban, une politique moins cassante, des gestes comme éventuellement retour de l'ambassadeur saoudien ou bien reprendre le commerce avec le Liban. Les importations du Liban ont été stoppées suite à la crise qui a été déclenchée par les déclarations de l'ex-ministre maintenant de l'information libanais sur la guerre au Yémen il y a quelques mois, comme on sait. Donc c'est une rencontre très très attendue et très importante au niveau de l'image d'abord et bien sûr sur le fond. Merci beaucoup Wassim Alamar pour vos précisions et puis veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de la liaison avec Doha. En France, 50 000 nouveaux cas de Covid recensés en 24 heures. Sur le plan national, plus de 2000 personnes se trouvent en réanimation, une majorité de non-vaccinés. Du côté du variant Omicron, 12 cas ont été recensés. Des infections ont été confirmées dans 38 pays dans le monde, mais cela ne remet pas en question l'intérêt d'une dose de rappel, selon les scientifiques. Serine Bey. Il est aujourd'hui présent dans des dizaines de pays et il se propage à une vitesse fulgurante. Le variant Omicron, détecté pour la première fois vers la mi-novembre en Afrique du Sud, inquiète le monde entier. Si jusqu'ici il n'a pas été mortel, les scientifiques s'accordent à dire qu'il est extrêmement contagieux. Et selon beaucoup d'entre eux, l'unique solution, c'est la vaccination. The scientific community has warned the international community in several occasions about the risk of having new variants in the places where there is a low rate of vaccinations. L'Australie, l'Espagne, la Tunisie ou encore le Mexique ont annoncé leur premier cas de contamination au variant Omicron ce vendredi. En tout, dans l'espace économique européen, une centaine de cas ont été recensés. Ce qui a poussé des pays comme l'Allemagne, la Grèce et l'Irlande à prendre de nouvelles mesures de restriction. Pour contrer ce nouveau variant, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont élaboré plusieurs plans. One is to rev up the production of the vaccines that they already have. The next is to make, for example, a bivalent, where you have a vaccine against both the ancestral strain and the new variant. And the other is to make a variant
specific boost. En Afrique du Sud, le variant Omicron est déjà dominant. Et la directrice générale du FMI a prévenu, il devrait entraîner une baisse de la croissance mondiale. C'est dans ce contexte de pandémie que les soignants de toute la France vont manifester à la mi-journée devant le ministère de la Santé. Une manifestation à l'appel de plusieurs collectifs et syndicats. La pression est très forte en ce moment sur les hôpitaux. Les soignants dénoncent depuis des années le manque de personnel, les problèmes de rémunération et les conditions de travail dégradées. Ils expriment une perte de sens de leur métier. Et visiblement, le Ségur n'a pas du tout été à la hauteur de leurs attentes. On les écoute. On n'est pas assez pour gérer. Là, on est la moitié, c'est des stagiaires, comme moi. Donc, elles sont 6 là-haut. Sans nous, elles sont 6. Normalement, on est censé être 15. Donc, vous voyez, le déficit, il est énorme. C'est pas habituel, c'est un peu pire maintenant parce qu'avant, on n'avait pas la Covid. On n'avait pas de contraintes actuelles. Et cela vient se rajouter à ce qui était déjà là. Et c'est un ras-le-bol sans précédent, je peux le dire. La fatigue se fait sentir énormément chez les personnels, un ras-le-bol. On n'est pas revalorisé à la hauteur des responsabilités qu'on a, à la hauteur des conditions qu'on a de travail. Actualité africaine, en Gambie, des billes au lieu de bulletins servent à voter pour cette élection présidentielle, un scrutin à un seul tour. Le président sortant Adama Barrow est candidat à sa propre réélection, un scrutin considéré comme un test pour la transition démocratique. Il y a 5 ans, le dictateur Yahya Jammeh avait été chassé du pouvoir après 22 ans d'un régime autoritaire. Son ombre plane toujours sur la scène politique. Qu'attendent les Gambiens de ce scrutin? La correspondance de Sarah Sako à Banjul. Quand on pose la question aux Gambiens, en général, ils éclatent de rire et ils disent on attend tant de choses de cette élection. En fait, il y a beaucoup, vraiment beaucoup, presque tout est à faire dans le pays. Alors, ce qui les préoccupe quand on parle à la jeunesse, c'est vraiment l'emploi des jeunes. Il n'y a pas de travail, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent. On parle également beaucoup d'électricité, d'infrastructures, l'éducation, le système de santé. Vraiment, les attentes des Gambiens sont immenses pour ce premier scrutin à l'issue incertaine. Vous l'avez dit, Adama Barrow affronte 5 candidats dans les urnes, dont l'opposant historique, son ancien mentor et allié, Ousseynou Dabo. Et selon tous les observateurs, on s'achemine vers un duel entre les deux hommes, un duel aux allures de revanche donc. La Gambie, petit pays d'Afrique de l'Ouest, enclavé au milieu du Sénégal, un peu plus de 2 millions d'habitants et une nation marquée par ses 20 ans de dictature de Yahya Jammeh. Assassinats, disparitions forcées, détentions arbitraires ou viols. Kevin Battista. Banjul, petite capitale marquée par la pauvreté, est à l'image de la Gambie. Ancienne colonie britannique, enclavée à l'intérieur du Sénégal, la Gambie est un petit État un peu plus grand que la région Île-de-France, 11 000 km². Avec moins de 2 500 000 habitants, en grande majorité musulmans, le pays est l'un des plus densément peuplés en Afrique. C'est aussi l'un des États classés parmi les moins avancés selon les critères de richesse de l'ONU. La moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Avant la pandémie, son économie reposait essentiellement sur le tourisme, l'agriculture et les transferts d'argent de la diaspora qui représentaient presque 22% du produit intérieur brut, d'après la Banque mondiale. Aujourd'hui, le tourisme est quasi à l'arrêt. 10 000 Gambiens auraient contracté le Covid-19. À peine 10% de la population serait totalement vaccinée. Entre son indépendance en 1965 et 2016, le pays n'a connu que 2 présidents, dont Yahya Jammeh, un militaire qui a régné sans partage de 1994 jusqu'à sa défaite dans les urnes face à Adama Barrow. Une commission nommée Vérité, Réconciliation et Réparation, créée en 2017, accuse son régime de multiples exactions. La misère et une démocratie fragile, 2 facteurs qui ont poussé des milliers de Gambiens à s'exiler. En 2017, la Gambie était l'un des principaux pays d'origine des migrants traversant clandestinement la Méditerranée. Aux États-Unis, l'arrestation des parents de l'adolescent à l'origine d'une fusillade dans un lycée du Michigan. Tous 2 sont inculpés d'homicide involontaire. Il leur est reproché d'avoir laissé leur fils utiliser une arme offerte en cadeau, un pistolet semi-automatique. Leur fils, âgé de 15 ans, avait tué 4 élèves, 6 autres avaient été blessés. Kevin Battista. Recherchés par le FBI et plusieurs polices aux États-Unis, James et Jennifer Crumbley ont finalement été interpellés à Détroit. La fin d'une traque qui aura duré plusieurs heures après leur inculpation. Alors qu'ils étaient cachés pour leur sécurité, affirmaient les avocats du couple, certains médias parlaient, eux, de cavale. Les agences fédérales avaient offert $10 000 de récompense pour tout renseignement menant à leur arrestation.
La justice américaine les poursuit pour homicide involontaire. Même si le tireur est celui qui est entré au lycée et a appuyé sur la gâchette, il y a d'autres personnes qui ont participé aux événements du 30 novembre et l'intention de les tenir responsables. Ils auraient laissé leur fils, Ethan, se servir d'une arme, un Sig Sauer, offert en cadeau. Ce mardi, l'adolescent de 15 ans a ouvert le feu dans son lycée, tuant 4 personnes et en blessant 6 autres. Le matin même du drame, les parents Crumbley avaient été convoqués par l'établissement. La réunion portait sur des dessins de leur fils. Ils évoquaient la mort et les armes et étaient accompagnés de commentaires violents. Ethan Crumbley, inculpé pour actes terroristes et assassinat, plaide non coupable. Il risque la prison à vie. L'Ukraine, très mauvais élève en ce qui concerne le tri des déchets. Selon les autorités de cette ancienne république soviétique, plus de 6 000 décharges officielles et 33 000 illégales sont disséminées sur le territoire, la plupart débordant et ne répondant pas aux normes de sécurité. Certains habitants ukrainiens sont à bout. Serine Bey nous en dit plus. Un paradis pour les chiens errants et les oiseaux, mais un véritable cauchemar pour les habitants de Podgortsi, au sud de Kiev. L'odeur nauséabonde de ces montagnes d'ordures rend la vie difficile aux résidents qui vivent près de la décharge numéro 5. Нам дуже важко. Таке воніще. Як пройде дощ, то куди хочеш, туди дівайся. У хаті закриваємо вікна, двері всі ж, бо воніще страшно. Ну і так от боліємо, у всіх серце, задишки. Ну ми ж ще не такі старі. D'une surface de 63 hectares, cette décharge est l'une des plus vastes du pays, qui en compte plus de 6100. Déjà saturée, elle aurait dû fermer en 2018. Mais faute de nouveaux sites, elle continue de fonctionner. Un cas loin d'être isolé en Ukraine. 30 ans après avoir pris son indépendance de l'Union soviétique, le pays peine encore à se doter d'un système de traitement de déchets. У нас немає в Україні економічних підстав для того, щоб ми перейшли на іншу модель управління відходами, на іншу, ніж захоронення відходів. Сьогодні в Україні найбільш популярною моделлю поводження з відходами є захоронення. 93% сміття їде на звалища. Чому? Тому що це дуже і дуже вигідно. Pour tenter de sortir de cette crise, en 2018, les autorités ukrainiennes ont présenté une loi qui oblige les habitants à trier leurs déchets. Mais cette injonction a en grande partie été ignorée jusqu'ici, les Ukrainiens se plaignant de l'absence de bacs de tri. De plus, le pays ne compte qu'une seule usine d'incinération pour 40 millions d'habitants. Du théâtre pour terminer, la comédie musicale Les Producteurs arrive enfin à Paris, une pièce inspirée de la comédie de Mel Brooks, sortie sur les écrans en 1968. Le metteur en scène est Alexis Michalik, l'auteur de la pièce à succès Edmond. Dans Les Producteurs, tout se passe exactement comme à Broadway, à un détail près. Il est question d'un flop monté de toutes pièces par un producteur ruiné et un comptable minable, avec à la clé une grosse escroquerie. 1. On trouve la pire pièce jamais écrite. 2. On engage le pire metteur en scène de toute la ville. 3. On lève 2 millions de dollars. Leur pièce sera une ode à Hitler, écrite par ce nazi réfugié à New York. La lumière. Leur metteur en scène, ce personnage déjanté et homosexuel. Oh, bien sûr que non, c'est pas pour moi. Franchement, Max, la Seconde Guerre mondiale, mais c'est plombant. C'est un rôle d'un personnage qui est complètement entier dans sa démarche, mais qui en même temps est tellement à côté de la plaque qu'il en est très mauvais. Une histoire burlesque à souhait née de la folle imagination de Mel Brooks. En 67, le réalisateur juif new-yorkais met en scène dans son film un Hitler maniéré et un ballet de nazis empailletés, scénario qu'il adaptera lui-même en comédie musicale. Au nom du rire, Mel Brooks ose toutes les transgressions. Je remercie Hitler d'être un gars aussi drôle sur scène. Mel Brooks, il a écrit ça en 67, je crois, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable et c'est tellement encore actuel. Et on se marre, c'est un bonheur à jouer, mais sans nom. Un texte retravaillé dans les moindres détails, pour s'adapter au public français. En ce temps-là, j'étais jeune, j'étais gay, GAI.
Avec pour la première fois aux manettes d'une comédie musicale, le metteur en scène à succès Alexis Michalik. C'est justement par la comédie que j'espère attirer un public qui a priori n'est pas forcément intéressé par une comédie musicale, mais qui peut venir parce qu'on lui dit c'est très drôle, vas-y c'est très drôle. Jusqu'ici, cette histoire de bide théâtrale a triomphé partout. Elle arrive pour la première fois en France. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique et à Mathieu Lemaire, à Cyril Fourneris, à Didier Mesgar, à Arthur Even, à Judith Quindal et à Rita Matar. L'information continue sur France 24, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Merci à vous tous.